Bienvenue sur le podcast Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et j'accompagne mes clients à définir une carrière qui leur ressemble. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu chaque jeudi à 13h30 sur LinkedIn. Vous pouvez aussi retrouver les replays sur mon site albanmas.com et sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne écoute. C'est parti pour le 14e live. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Comme d'habitude, j'imagine qu'il n'y aura pas grand monde en cette heure de travail et ce sera plutôt du replay. Mais en tout cas, si quelqu'un se connecte, bienvenue. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça me permettra de savoir qui est là une fois de plus. Et encore une fois, bienvenue. Je suis super content de faire ce 14e épisode sur un sujet qui me tient à cœur, qui peut paraître un peu glauque comme ça, sorti un peu de nulle part, quoi. On va parler de fin de vie, c'est pas le truc le plus fun du monde. Et en même temps, c'est, je trouve, essentiel de réfléchir à ça, notamment par rapport à l'épisode qu'on a fait il y a 15 jours, qui était sur comment définir des objectifs de vie long terme. Alors, on ne peut pas parler d'objectifs de vie à long terme sans prendre au sérieux la notion du long terme. C'est quand ce long terme? C'est quoi? La fin du jeu, c'est quand? Voilà, de façon assez abrupte, la fin du jeu, c'est notre mort. C'est quand on peut plus agir, quoi. Et donc, ça, c'est quelque chose qui arrive un peu... on n'a pas prise là-dessus, on peut pas savoir quand ça va arriver. Et donc, je sais pas, ça m'a semblé incomplet de faire un épisode sur une feuille de route pour nos objectifs de vie, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie à très long terme, sans mettre un peu les pieds dans le plat sur ce sous-sujet qui est au final hyper important et qui est, notre fin de vie, à quoi ça ressemblera, comment préparer ça, et comment est-ce que envisager aujourd'hui la fin de notre vie peut nous aider au quotidien dans nos choix de carrière, dans nos choix de vie, dans nos décisions. Donc voilà, je pense que cet épisode clairement n'est pas fait pour tout le monde, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. C'est un sujet souvent assez tabou, la mort, et je comprends bien pourquoi. Mais il n'en est pas moins que ça fait partie de la vie et que c'est très important, je pense, et très structurant, encore une fois, pour nos choix d'aujourd'hui, de réfléchir à où on sera dans très longtemps et où on sera à la fin de notre vie. Alors, pour la genèse de cet épisode, c'était il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, en lisant une fois de plus ce médium, je suis tombé sur un article du Guardian qui rendait un peu hommage à Bronnie Ware, donc cette fameuse infirmière australienne qui a passé des années et des années et des années en soins palliatifs. Et son job, c'était d'accompagner les personnes en fin de vie. Elle était au chevet des patients, elle les a accompagnés jusqu'à leur dernier souffle. Elle a fait ça pendant très longtemps, et à mesure qu'elle exerçait son métier, elle a pris conscience que ses patients avaient tous un peu les mêmes regrets. Alors, elle a décidé d'en faire un livre qu'elle a appelé le top 5 des regrets des mourants, je crois. Donc c'est un peu austère, mais un livre pour essayer de compiler ce que les personnes en fin de vie ont à dire. Les anciens, les personnes qui ont eu de l'expérience d'une vie, qu'est-ce qu'il leur reste en fait à la fin de leur vie? Et donc, j'ai trouvé ça très inspirant. Je me suis dit, tiens, un jour, j'en ferai quelque chose. Bon, jusqu'ici, j'en avais rien fait, mais je pense qu'il est temps de parler de tout ça. Je trouve ça vraiment très inspirant, très utile. Et donc, pour être transparent avec vous, le livre, je ne l'ai pas lu, mais en revanche, je me suis renseigné sur ce qu'il y avait à l'intérieur et sur cette personne-là, sur cette fameuse Bronnie Ware, et sur ce qu'elle a à nous dire, ou plutôt sur ce qu'elle a retenu de ce que les personnes mourantes avaient à lui dire. Et donc, j'ai eu envie d'en faire un épisode, et voilà pourquoi c'est le thème de la journée. C'est en lien avec l'épisode d'il y a 15 jours, et c'est, je pense, intrinsèquement intéressant de se poser cette question-là. Qu'est-ce qui nous restera à la fin de notre vie? Et si on a des regrets, quels sont-ils? En fait, je pense qu'on aura à peu près les mêmes que ces personnes-là, puisque l'humanité, on dit que l'histoire, c'est un éternel recommencement, et je crois qu'on est tous un peu pareils, et donc je pense que si on écoute attentivement ce que ces personnes-là ont à nous dire,
eh bien, ça peut nous apprendre beaucoup de choses pour notre propre vie. Voilà pour l'intro. Je m'inspire aussi juste j'ai oublié, mais je m'inspire aussi d'un blogueur qui s'appelle Justin Sébastien et qui a aussi porté une analyse là-dessus, sur son livre, que je trouve intéressante. Et là où je rejoins Justin Sébastien, c'est qu'on n'est pas là pour faire un travail de soignant, d'hôpital, d'accompagnement à la fin de vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut faire des choix de carrière éclairés et des choix professionnels qui nous rendent heureux. Et justement, ce fameux Justin Sébastien, bien, lui aussi, il s'est posé cette question-là. Et donc, dans cet épisode, je vais compiler ses idées et les miennes et mon retour d'expérience aussi de coaching pour essayer de vous apporter des axes de réflexion sur cette thématique-là. Alors, hop, je vous ai même préparé une petite presse pour l'occasion. Voici le livre, donc le livre dont je parle, encore une fois, que je n'ai pas lu. Alors, ce que je vous propose, c'est de le faire en 2 temps, cet épisode. D'abord, de voir qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre, quels sont les 5 grands regrets, et de vous le présenter un peu à plat, avec les mots de cette personne, de Bronnie Ware, juste sans prendre trop parti là-dessus, juste de vous exprimer ce qu'elle a à nous dire, le message qu'elle veut nous laisser. Et dans un deuxième temps, de vous apporter ma propre lecture de tout ça, et notamment comment est-ce qu'on peut travailler dès aujourd'hui avec des outils, avec une certaine philosophie de vie, pour essayer de faire des choix plus éclairés qui nous rendront plus heureux. Donc, commençons par le commencement. Le regret qui revient systématiquement pour tout le monde, dans toutes les bouches, à tous les chevets, c'est celui-ci. J'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même. Une vie fidèle à moi-même. Et non pas la vie que les autres attendaient de moi. Voilà le grand gagnant des regrets des personnes en fin de vie. Celui-là revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même. Oui, ça demande du courage. Et oui, quand on grandit, on n'est pas forcément... la route n'est pas toute tracée pour vivre libre par rapport à plein de choses dont on pourra reparler dans un deuxième temps. Et donc, j'ai tout simplement envie de vous lire là-dessus ce que nous dit l'auteur par rapport à ce regret. Elle dit « C'est le regret le plus commun de tous. Il revient tout le temps. Lorsque les gens se rendent compte que leur vie est presque terminée et qu'ils y repensent clairement, il leur est facile de voir combien de rêves sont restés insatisfaits. La plupart des gens n'avaient même pas honoré la moitié de leurs rêves et devaient mourir en sachant que ça, c'était dû à des choix qu'ils avaient faits ou non. » Et elle conclut, « La santé apporte une liberté que très peu réalisent, jusqu'à ce qu'il ne l'ait plus. » Je ne vais pas faire de commentaires pour l'instant sur ce premier grand regret, mais voilà ce que nous dit l'auteur. Ensuite, en deuxième position, on a « J'aurais aimé ne pas avoir travaillé si dur ». Alors ça, là-dessus, bon, ça arrive un peu à point nommé avec le Quiet Quit, qui est un truc complètement hallucinant, dont on pourra débattre dans un autre live, avec The Great Resignation aussi, qui apparaît quand même en France maintenant, après avoir touché les États-Unis, la Chine, l'Inde. Ce sont des phénomènes de dire, OK, j'ai plus envie de bosser, j'ai plus envie de me casser la tête au boulot. En tout cas, il faut du reward en face, il faut de la récompense, et je trouve que mon boulot n'en donne pas suffisamment. Bon, ici, c'est pas de ça dont on va parler. Je vais vous résumer ce que nous dit l'auteur. Elle dit que ce regret venait principalement de ses patients masculins. Et même, elle dit, ça venait de chaque patient masculin que j'ai soigné. La jeunesse de leurs enfants, la compagnie de leurs partenaires leur manque. Ils se disent, je suis passé à côté, j'ai loupé un train. Les femmes aussi ont exprimé ce regret, mais comme la plupart appartenaient à une génération plus âgée, elles étaient nombreuses à ne pas avoir travaillé et donc à avoir passé quand même plus de temps avec leurs enfants. Et elle nous précise, tous les hommes que j'ai soignés ont profondément regretté d'avoir passé une si grande partie de leur vie sur le tapis roulant d'une existence professionnelle. Donc, au fond, non, je vais pas porter de jugement sur ce qu'elle nous dit là. Je vais juste vous délivrer le message brut et on réagira dans un deuxième temps. Donc, deuxième regret, j'aurais aimé ne pas avoir travaillé si dur, ne pas faire
que travailler, surtout pour les mecs. Troisième grand regret, j'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments. Donc, ce que nous dit l'auteur, je la cite, « Beaucoup de gens ont réprimé leurs sentiments afin de rester en paix avec les autres, de ne pas brusquer les autres. » Ça rejoint un peu le premier point d'ailleurs. En conséquence, ils ont eu l'impression de ne pas être devenus vraiment ce qu'ils étaient capables de devenir. Certains ont développé des maladies liées à l'amertume et au ressentiment qui en résultaient. On parle de mémoire du corps, moi c'est un sujet qui me passionne, et je pense qu'on en reparlera beaucoup dans les années qui viennent sur ce podcast et ce live. Vous savez, on dit que ce qui n'est pas exprimé s'imprime, que les émotions, la peur, la tristesse et les émotions négatives, mais aussi positives, quand elles ne peuvent pas être exprimées, elles sont engrammées quelque part dans notre psyché, quelque part dans notre corps parfois. Et ça peut même déclencher des maladies, même si tout ça, c'est encore très récent et que les neurosciences sont encore à l'état de... C'est encore les balbutiements des réflexions sur le lien entre les maladies et la somatisation et la psychologie. N'empêche que le troisième grand regret, c'est ça. C'est j'aurais aimé avoir eu le courage d'exprimer mes émotions, d'exprimer mes sentiments. J'irai pas plus loin dans l'analyse pour l'instant. Quatrième grand regret, j'aurais aimé rester en contact avec mes amis. Donc, là pareil, je vais vous citer l'auteur. Elle nous dit que souvent, ces patients ne réalisaient pas vraiment les avantages à avoir des vieux amis dans ces derniers moments. Beaucoup étaient devenus tellement pris dans leur propre vie qu'ils avaient laissé passer les amitiés au fil des temps. Et il y avait beaucoup de profonds regrets de ne pas avoir donné aux amis et aux amitiés le temps et les efforts qu'ils méritaient. Et j'imagine que ce qui en résulte, c'est une forme de solitude et aussi de remords ou de regrets. Voilà pour le quatrième. Encore une fois, ils sont présentés par ordre de prévalence, de prépondérance. C'est-à-dire que le premier est vraiment ressorti tout le temps, et puis après, c'est un petit peu moins. Mais c'est quand même le top 5 de ce qui ressort. Et enfin, le dernier regret de ce top 5, c'est j'aurais aimé m'être permis d'être plus heureux. Donc ça, pour le coup, c'est tellement en vogue que j'ai presque même pas envie d'en parler, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on va même trop loin dans cette injonction de bonheur. Donc moi, je prends beaucoup de pincettes là-dessus. Mais en tout cas, c'est un regret qui apparaît très fréquemment chez les personnes très âgées. Et je vais vous citer l'auteur une fois de plus. C'est un problème étonnamment courant, nous dit-elle. Beaucoup de personnes n'ont pas réalisé que le bonheur était un choix. Ils étaient restés coincés dans des vieux schémas, de vieilles habitudes. Le soi-disant confort de la familiarité prenait le pas sur l'écoute de leurs émotions, de leurs envies. Et aussi prenait le pas sur leur vie physique. La peur du changement les faisait prétendre aux autres et à eux-mêmes qu'ils étaient satisfaits, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils aspiraient à vivre intensément. Voilà, je marque une toute petite pause pour qu'on ait le temps de réfléchir à ces 5 regrets-là. J'aurais aimé avoir le courage d'être fidèle à moi-même, de vivre une vie fidèle à moi-même. J'aurais aimé ne pas avoir travaillé si dur, passer à côté de moments en famille, par exemple. J'aurais aimé avoir le courage d'exprimer mes sentiments plutôt que de tout bloquer. J'aurais aimé rester en contact avec mes amis, cultiver mes amitiés pour ne pas être seul en fin de parcours. Et enfin, j'aurais aimé me permettre d'être plus heureux, m'autoriser à être plus heureux ou plus heureuse, c'est-à-dire, écouter un peu mon cœur tout simplement. Voilà ce que nous dit la fameuse Bronnie Ware, donc cette fameuse infirmière australienne. Voilà le résumé de son livre, voilà le message qu'elle veut nous passer, qui est de dire prenons ces regrets au sérieux, parce que c'est ce qui nous restera sans doute à la fin de notre vie, ces questions-là. Est-ce que j'ai été fidèle à moi-même? Est-ce que j'ai eu à trouver assez de temps pour ma famille? Est-ce que j'ai su exprimer mes sentiments ou est-ce que j'ai tout gardé pour moi? Est-ce que j'ai su rester en contact avec mes amis, nourrir mes amitiés? Et est-ce que je me suis autorisé à être heureuse ou à être heureux? Bon. Une fois qu'on a dit ça, au final, on parle quand même de choses qui sont assez éloignées de choix de carrière, même si on voit bien les liens qu'il y a avec les deux. Pour moi, il est très important dans cet épisode-là qu'on recentre le sujet sur la vie professionnelle et sur notre vie d'aujourd'hui. Mon but, c'est pas de parler
des soins palliatifs, c'est pas de parler de la fin de vie. Mon but, au final, c'est de pouvoir utiliser ce témoignage pour en faire quelque chose de concret pour aujourd'hui. Donc encore une fois, mon but, c'est pas que vous n'ayez aucun regret quand vous aurez 90 ans et que vous vous disiez tiens, j'ai pu vivre à 1000 à l'heure, comme le veut un peu aujourd'hui l'injonction sociale de vivre épanoui, vivre à fond, tout faire, tout réussir. Non, c'est pas ça. Le but, c'est pas de vous inviter à cocher des cases. Mon intention, en fait, j'ai 3 intentions aujourd'hui. La première, c'est qu'on puisse s'inspirer d'une certaine sagesse qui découle de tout ça et de l'expérience de ces personnes âgées. Et on va voir comment. Ma deuxième intention, c'est de vous apporter un regard de fond sur le sujet, encore une fois, pour pouvoir vivre aujourd'hui, pour préparer nos 2, 3, 4, 5, 10, 20 ans à venir et qu'est-ce qu'on fera lundi prochain. Et ma troisième intention, au final, c'est de répondre au premier de ces sujets. Je vous l'ai repris ici. Le premier regret qui revient tout le temps. J'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même et non pas la vie que les autres attendaient de moi. Alors pourquoi est-ce que je vais me focaliser sur ce regret-là? Déjà, parce que c'est le plus important, c'est celui qui revient tout le temps. Donc autant aller droit au but et parler de ce qui est essentiel. Et aussi parce que dans mes coachings, dans les bilans de compétences et coaching que je peux réaliser, c'est quelque chose qui revient déjà tout le temps. À 25, 30, 40, 50, 55 ans, c'est déjà quelque chose qui revient. Voilà, quand je repense à ma trajectoire de vie, je ne me suis pas senti forcément libre, je ne me suis pas forcément senti moi-même. Il y a une question que je pose systématiquement en accompagnement, c'est sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que tu t'es senti libre par rapport à tes parents, par rapport à ton environnement social, par rapport à ton écosystème de départ, etc. À quel point tu t'es senti libre par rapport à ça dans tes choix. Et en moyenne, la moyenne de toutes les personnes à qui je demande ça, ça se situe quelque part entre 2 et 4 sur 10. Donc ça prouve bien, en tout cas de ma petite expérience, que c'est un sujet qui ne touche pas seulement les personnes âgées. Dès aujourd'hui, on peut être en dissonance et vivre une vie qui n'est pas complètement la nôtre. Alors, j'ai envie de dire, tout le monde n'est pas concerné. Et si c'est le cas, j'imagine que vous n'êtes pas en train de regarder cette vidéo. Ou si vous ne vous sentez pas concerné, je vous invite à peut-être vous arrêter là, parce que ce que je vais vous dire ne va pas vous toucher. Et vous pourrez vous dire, oui, mais à quoi bon se prendre la tête, puisque en fait, moi, je suis pas touché. Donc, je m'adresse ici vraiment aux personnes qui sentent un certain mal-être et qui se disent, oui, ce sujet peut me correspondre. Ce regret-là, je pourrais bien l'avoir plus tard, de ne pas avoir vécu pleinement ma vie. Et c'est pas pour être nombriliste et égocentré, mais c'est juste pour être libre et se dire, oui, je me sens appelé à être authentique, à être moi-même, et aujourd'hui, je peux pas l'être. Donc voilà pourquoi on va s'attaquer à ce premier sujet. Et juste pourquoi est-ce que j'ai mis cette petite image de cette personne âgée, ce petit vieux avec son tablier, parce qu'en fait, on ne sait pas trop quelle est sa vie. Ça me plaît. Ce gars a l'air heureux, en tout cas à l'instant où la photo est prise, et on n'a aucune idée de ce à quoi ressemble sa vie. Ça ressemble, c'est un peu monsieur tout le monde, il est très commun, il est devant sa porte avec un petit panier. Voilà, et c'est une façon de dire que on n'est pas ici pour parler de faire des grandes choses. Ce dont on parle, c'est en simplicité d'être soi-même et de trouver un certain épanouissement, une certaine liberté à être heureux dans le fait d'être soi-même et de vivre sa vie soi-même. Pardon, excusez-moi, je suis un peu malade en ce moment, ça va pas être très agréable. Voilà, une petite pause technique, c'est reparti. Donc, l'enjeu pour moi, c'est de parler de ce premier point. Comment être soi-même? Comment éviter ce regret de ne pas avoir vécu sa propre vie? Alors, quelques éléments de réflexion. Le premier élément de réflexion que je voudrais vous apporter, c'est d'oser prendre conscience de cette grande réalité-là, qui est que notre vie va se terminer un jour. C'est un sujet extrêmement tabou, la mort. On ne veut pas y penser. Alors, on est tous plus ou moins à l'aise avec ce sujet, mais ce qui est sûr, c'est qu'au fond, même les plus à l'aise ne sont pas à l'aise. On n'a pas envie d'envisager notre fin de vie. N'empêche que, quand on pose le sujet sur la table, quand on se dit,
OK, ça va arriver. Ma vie n'est pas éternelle, elle prendra fin. Quand je prends conscience de cette réalité, eh bien, ça met complètement en perspective ma vie. Je me dis: «OK, mais attends, mais qu'est-ce que je fais demain? Qu'est-ce que je fais après-demain?» Ça vient donner ça vient mettre en perspective le fait que, oui, notre vie est précieuse et que le temps est compté, en fait. Et c'est pas pour dire qu'il faut, avec acharnement, courir après notre vie, mais ça nous responsabilise sur le fait de nous dire que nos vies sont courtes et que donc notre responsabilité, c'est de séparer ce qui est important et structurant pour notre vie et ce qui est trivial, secondaire, anecdotique et qui parfois occupe une place hyper importante de notre cerveau. Donc là, la première chose que je vous invite à faire, c'est prendre conscience, encore une fois, de la fragilité d'une vie humaine et de du facteur limité en temps de notre vie pour vraiment prendre conscience de dire: «Mais qu'est-ce que je fais de mes journées? Est-ce que je m'occupe du trivial, du secondaire, des détails? Est-ce que je vis comme une autruche, en faisant abstraction du fait que un jour je me demanderai ce que j'ai fait de ma vie? Ou est-ce que non, j'en ai conscience et sans me stresser pour autant, eh bien j'ai conscience de ça et je suis conscient que j'ai matière à travailler sur des sujets de fond pour du très long terme?» Premier élément de réponse, ça pourrait être ça, de prendre conscience de cette réalité, se mettre à l'aise avec ça et y penser de temps en temps au final. Alors le deuxième élément de réponse que je vous propose, c'est un biais cognitif qui s'appelle l'actualisation hyperbolique. Donc là, ça part dans quelque chose qui me dépasse complètement, hein. On est dans des notions de psychologie. Donc je ne suis pas psychologue, je ne suis pas formé à ça. J'y connais d'ailleurs absolument rien. Mais il existe un biais cognitif qui s'appelle l'actualisation hyperbolique et qui a été démontré de plein de façons différentes et qui prouve quoi? Tout simplement qu'un être humain préfère une récompense immédiate, même faible, plutôt qu'une récompense ultérieure plus importante. Alors, pour, j'ai pas trop le temps là de citer les sources, c'est pas le but, mais quelques exemples qui peuvent vous revenir. Je pense qu'il y a une étude qui est très connue, c'est celle où on proposait à des enfants qui étaient dans une pièce devant une table avec un bonbon ou un chocolat, je sais plus trop, et on leur disait: «Voilà, si tu attends une demi-heure avant de manger ton bonbon ou ton chocolat, tu en auras 2». Et donc ça montrait que la plupart des enfants mangeaient leur chocolat pour être sûr de l'avoir mangé. En fait, on a toujours envie d'une récompense immédiate, on n'est pas prêt à attendre. Et nous-mêmes, adultes, on est un peu comme ces enfants. On a tendance à faire un peu nôtre ce proverbe-là qui dit, «Un tien vaut mieux que deux tu l'auras». C'est-à-dire, OK, je préfère quelque chose tout de suite, plutôt qu'une incertitude plus importante, avec un bénéfice plus important plus tard. Et si vous doutez de ça, pardon, je vous invite à vous poser la question: si je vous propose de vous donner 100 € aujourd'hui ou 110 € dans un mois, je suis sûr que votre réponse sera: «Oui, je prends les 100 € aujourd'hui». Je ne sais pas pourquoi on pense comme ça et le but de cet épisode, c'est pas de comprendre l'actualisation hyperbolique, c'est juste d'en être conscient et donc d'intégrer ce paramètre à notre vie. Ça veut dire quoi concrètement dans notre vie? Ça veut dire que du lundi au dimanche, on a tendance à nous concentrer sur des outcomes, des bénéfices court terme et urgents, qui sont pas forcément structurants et on passe pas beaucoup de temps, voire zéro, sur des sujets de long terme vraiment structurants pour notre vie. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bien déjà que pour pouvoir passer du temps sur le structurant, sur le long terme, eh bien, déjà, il faut savoir où on veut aller à long terme. Et là, j'en reviens à l'épisode d'il y a 15 jours, l'épisode numéro 13, comment définir des objectifs de vie long terme. Puisque si on ne sait pas où on veut aller, c'est difficile d'avancer vers ça. Un deuxième élément, c'est de se dire, OK, comment est-ce que je libère du temps dans ma vie pour prendre conscience des effets à long terme de mes décisions et des bénéfices importants que je pourrais avoir en prenant l'option B plutôt que l'option A, qui serait une option de court terme. Donc, c'est vraiment une réflexion de se dire, OK, comment est-ce que je peux m'approprier ce biais-là, humain, qui consiste à être focus sur des trucs qui ne comptent pas et qui ne sont pas si importants, au lieu d'être focus sur ce qui compte et ce qui est structurant et important dans ma vie. Donc, il y a plein de manières de le faire. Mais une façon de le faire, moi, je vous partage ma façon de faire, en tout cas. C'est clairement pas la meilleure, il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs avec les vôtres. Moi, chaque jour, dans ma to-do list, je m'impose 2 tâches, 2 actions.
Une sur ce qui est urgent et une sur ce qui est important, quelque chose qui est dans la lignée de ce que je veux devenir. Et je m'interdis de faire quoi que ce soit d'autre tant que je n'ai pas fait une tâche qui est urgente. Ça va être sur les impôts, sur la facturation, sur un mail que tu dois envoyer, enfin peu importe. Et une tâche importante, ça va être lire tel article que je dois lire depuis longtemps, appeler telle personne dont je sais qu'elle va m'éclairer sur un sujet. Peu importe ce que ça va être, méditer peut-être pour certains, peu importe. Mais de commencer à rajouter de l'important à nos vies où tout est basé sur l'urgent. Par rapport à ça, un troisième élément de réponse, ça peut être de se poser une question. Quand vous êtes face à un choix, face à un dilemme, par exemple, on vous propose un nouveau job ou vous voulez savoir si vous devez aller, je sais pas moi, on vous propose, il y a une amie ou un ami qui vous propose quelque chose à l'autre bout du pays, vous avez trop la flemme d'y aller, vous êtes crevé et vous demandez est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, je sais que ça lui ferait plaisir mais j'ai aucune envie d'y aller. Voilà, peu importe le sujet. Du perso ou du pro, peu importe. Un troisième élément de réponse par rapport à tout ça, pour avancer, ça peut être de vous poser une simple question. Et cette question, c'est est-ce que je vais regretter cette décision à 80 ans? Si j'accepte ce poste ou si je le refuse, au fond de moi, plutôt que de réfléchir rationnellement avec des plus et des moins, c'est au fond de moi, dans mes tripes, est-ce que je sens qu'à 80 ans, je vais regretter cette décision ou ce ne sera pas le cas? Est-ce que je vais regretter d'être allé voir cet ami à l'autre bout du pays qui a besoin de moi alors que j'ai la maxi flemme, ou est-ce que je le regretterai pas? Et si vous commencez à ajouter cette question-là, enfin ce mode d'analyse-là, vous verrez que vous allez faire parler votre intuition beaucoup plus que votre raison. Et on en reparlera beaucoup dans les épisodes à venir, je pense. La raison n'est pas là pour vous rendre heureux, elle est là pour vous protéger. L'intuition, en revanche, est là pour vous aider à faire des choix qui vous rendent heureux. Parfois des choix dangereux, mais en tout cas des choix de bonheur. Et donc, vous posez la question, est-ce que cette décision, je vais la regretter à 80 ans? Eh bien, c'est une façon de donner le micro à vos tripes et à votre intuition. Parce que la réponse à cette question ne peut être que intuitive. Un autre élément de réponse encore par rapport à ce sujet-là, c'est une autre question que je vous invite à vous poser. Et peut-être une question que vous pouvez vous poser soit tous les soirs, soit toutes les semaines, soit chaque mois, soit chaque année, peu importe, en fonction d'à quel point c'est important pour vous, ce sujet-là. Et cette question, eh bien, je crois que je l'ai déjà posée il y a 15 jours, c'est si je continue à faire ce que je fais de ma semaine, si je continue à le faire toute ma vie, dans quelle trajectoire ça m'emmène? Si je continue à fumer, est-ce que ça m'emmène dans la bonne direction? Si je continue à ne pas oser faire ci, si je continue dans mon boulot, est-ce que ça m'emmène dans une bonne direction à très long terme? Vous prenez ce que vous faites de vos journées, vous le tirez un trait à horizon 30 ans et ça dit ce que vous ferez de votre vie. Et donc, se poser cette question, est-ce que je suis à l'aise avec ce que je fais de mes journées, de mes semaines? Et là, je ne vous parle pas de ce que je fais de mes années, hein, juste qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait hier? Entre 7 h du mat et 23 h, qu'est-ce que j'ai fait? Et avant-hier, et avant-avant-hier, et qu'est-ce que j'ai fait ces dernières semaines? Eh bien, si vous répétez ce schéma à l'échelle d'une vie, est-ce que la trajectoire, elle vous plaît? Ou est-ce qu'elle vous sert ou est-ce qu'elle vous dessert? Est-ce qu'elle est vertueuse ou est-ce qu'elle est négative? Et c'est une façon possible de faire des choix plus à même de vous rendre heureux, tout simplement. Parce que quand vous tirez le fil à très long terme, vous savez tout de suite, encore une fois, ça va être l'intuition qui va parler. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? Voilà, je fais un mini break. Alors, encore un ou deux éléments de réponse. Tous ces questionnements-là, ils peuvent devenir un peu stressants. C'est-à-dire, oh là là, il faut absolument que je réussisse ma vie, il faut absolument que j'ai vécu, la vie qui m'était donnée et non pas celle de quelqu'un d'autre. Il y a la grande citation, soyez vous-même, tous les autres sont pris. On a des injonctions aujourd'hui à fond. Et d'ailleurs, là-dessus, je fais mon mea culpa. Tous les coachs, on participe un peu
même beaucoup, à cette pression qui consiste à être toujours au top, à être heureux tout le temps, à poursuivre le bonheur avec acharnement, l'accomplissement, l'harmonie. Bon, ça c'est vrai qu'il y a une sorte d'injonction aujourd'hui à réussir sa vie, à ne pas avoir de regrets, tout ça. Bon, c'est vrai. Et justement, par rapport à tout ça, ça peut induire un stress, notamment les réseaux sociaux, le fait de se comparer beaucoup, de se sentir obligé de réussir, d'être heureux, etc. Ça amène forcément un stress. Moi, je vous invite à réfléchir un peu différemment. Ça sert à rien de stresser, en fait. On est là où on est. Parfois, on est OK, parfois, on n'est pas OK. Dans tous les cas, c'est ce qui nous est donné. Donc, je vous invite à poser de côté ce stress-là, cette sorte de frénésie qui consiste à courir après le bonheur. Non. L'enjeu, la clé ici, et là pour le coup, c'est pas moi qui le dis, c'est le blogueur américain, là, le fameux Justin Sébastien. J'aime bien ce qu'il nous dit. Il nous dit la clé, c'est pas d'être pile poil sur les bons rails. C'est pas possible. C'est trop ambitieux. La vie n'est pas faite comme ça. Pour lui, la clé, c'est de corriger le tir régulièrement et en permanence. Et il prend une illustration pour dire ça. Il dit, vous voyez, quand il y a un avion qui a une feuille de route, par exemple, je sais pas, entre Paris et New York, 99% de son temps, il est hors trajectoire, il est hors ligne de route. À cause du vent, à cause des aléas, à cause de 36 000 raisons. Il passe 99% de son trajet en dehors du sentier, en dehors de la trajectoire parfaite qui a été planifiée. Tout comme nous, on passe 99% de notre temps en dehors de notre trajectoire idéale. Et ça, c'est normal, ça s'appelle la vie. Et on ne peut pas s'en vouloir de ça. On a des coups durs, on a des moments où on ne fait pas le boulot qu'on devrait faire, on a des moments où on est payé en dessous de ce qu'on devrait être payé. Il y a des moments où on n'arrive pas à exprimer un truc, et puis c'est comme ça. Et donc, c'est normal, 99% de notre temps, on le passe à côté de nos pompes, à peu près. Donc l'enjeu, c'est pas de viser la perfection, c'est pas possible. Et ça ne va que nous stresser. Et d'ailleurs, les gens qu'on idéalise ou on a l'impression qu'ils réussissent tout, eux-mêmes passent 99% de leur temps à côté de leur trajectoire. Et donc, c'est quoi cette clé-là? Qu'est-ce qu'il nous dit, le fameux Justin? Il nous dit non, l'enjeu, c'est juste de rectifier le tir. Le pilote, son but, c'est pas d'être sur la route, pour reprendre l'exemple de l'avion là. Son métier, c'est pas d'être sur la route, c'est de manœuvrer pour ramener continuellement son avion au plus près de la trajectoire pour arriver à destination. Et donc, l'enjeu, c'est pas d'être sur les bons rails, c'est pas d'être pile sur la bonne route pour nous. L'enjeu, c'est en conscience et régulièrement de se poser cette question. Suis-je sur les bons rails? Encore une fois, est-ce que ces rails m'emmènent à bon port à très long terme? Est-ce que mes journées jour après jour vont dans la bonne direction et m'emmènent sur une vie qui est vertueuse pour moi? Et ensuite, comment est-ce que tous les jours, toutes les semaines, tous les mois ou chaque année, je peux réajuster cette trajectoire pour aller vers du mieux et pour éviter trop les fausses routes et de rester trop longtemps dans une mauvaise trajectoire, le cas échéant. Et cette clé, je la trouve très intéressante. Et puis, dernier point un peu d'analyse sur ce sujet. Donc là, je vais vraiment me concentrer sur ce que vous avez sous les yeux, cette citation, enfin ce grand regret, encore une fois. J'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même et non pas la vie que les autres attendaient de moi. Ça, on le sait très bien qu'on est invité à vivre notre vie. D'ailleurs, au fond, c'est ce qu'on pourrait appeler la vocation. Une vocation, c'est pas un métier. Une vocation, c'est juste de pouvoir se dire à un moment, tiens, je suis moi-même, avec mes joies, mes peines, mes qualités, mes défauts, mes succès et mes échecs, mon expertise et les endroits où je suis vraiment nul. En fait, la vocation, c'est ni plus ni moins de vivre sa vie avec ce qui nous a été donné. Et donc, j'ai le sentiment que tout le monde est conscient de ça, qu'on est tous conscients qu'on est appelé à être nous-mêmes, à être fidèles à nous-mêmes et non pas vivre pour les autres, vivre sous l'injonction des autres. Mais c'est pas parce qu'on est conscient de ça qu'on y arrive. Et donc, il est possible qu'on soit tout à fait conscient de ce sujet, mais qu'au bout du compte, à 80 ans, on ait quand même ce regret-là. Et pourquoi? Tout simplement parce que ça bloque. Et donc là, moi, je vois deux grands cas de figure. En tout cas, dans les personnes que j'accompagne, il y a deux grands classiques, j'ai envie de dire.
Le premier, c'est le plus rare, mais il existe, c'est des personnes qui, au fond, savent très bien ce qu'elles doivent faire pour corriger le tir, pour être plus à leur place, mais ne réussissent pas. C'est, je sais que je suis en dissonance dans ma boîte, dans ma famille, dans mon cercle d'amis, dans mon couple, sur ma fiche de poste, peu importe. Je sais que ce que je fais est dissonant et je sais où je devrais être pour être à la bonne place, mais je n'ose pas. La marche est trop haute, c'est trop dangereux, je bloque. J'ai des blocages, j'ai des freins et ça me met dans une dissonance terrible, ça me rend complètement schizophrène. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, le plus courant, c'est j'ai absolument aucune idée de ce que je devrais faire de ma vie pour être à la bonne place. Et ça, c'est le plus fréquent. Donc, en anglais, on pourrait dire au fond, ça vient d'un bouquin que j'avais trouvé intéressant qui séparait deux typologies de chercheurs en termes d'orientation professionnelle. Ce mec-là disait, il y a au fond les pathfinders, donc c'est ceux qui cherchent un chemin. Ils savent déjà quel est leur objectif, mais ils savent pas comment y accéder. Et peut-être qu'ils y accéderont jamais parce que la marche est parfois trop haute. Il y a trop de croyances, c'est trop difficile, trop dangereux. Donc il y a les pathfinders, ceux qui cherchent une voie, ceux qui cherchent un chemin. Et puis il y a les goal finders, ceux qui cherchent comme pas le chemin, mais le but, qui savent vraiment pas. Si on dit, écoute, vers quoi tu chemines, tu dis, j'en sais absolument rien, quoi. Je sais pas que je cherche le chemin, c'est que je cherche le but, moi. Et après, le chemin, je me débrouillerai. Donc ça, c'est le cas le plus fréquent. Et donc, je vous pose juste une petite réflexion sur ces deux typologies de personnes et sur ces deux besoins. Quand on est pathfinder, c'est-à-dire au fond de moi, dans mes tripes, je sais très bien que ça va pas et je sais ce que je dois faire pour que ça aille mieux, sauf que je réussis pas. Eh bien, je crois qu'il y a deux ingrédients, deux choses à activer qui peuvent vous faire avancer. Le premier, ce sont des actions de déblocage. Si vous savez où vous devez aller, mais que vous ne parvenez pas à y aller, si vous savez que vous êtes en dissonance ou schizophrène sur un truc et que vous savez ce que vous devez faire, mais vous ne parvenez pas à le faire, arrêtez quelque chose, commencez quelque chose, dire quelque chose à quelqu'un, changer quelque chose dans votre vie, etc. Eh bien là, ce qu'il vous faut, à mon sens, c'est débloquer un verrou. Le truc qui vous empêche d'être libre, il est où? Et donc pour ça, eh bien, il y a évidemment, pour moi, le premier outil, c'est la thérapie. Les thérapeutes sont là pour ça, pour venir libérer des blocages, déverrouiller une entrave du passé qui est coincée, réparer une blessure qui vous empêche d'avancer. Bon, donc pour moi, il y a vraiment la notion de thérapie, psychologue et thérapeute, psychiatre peut-être. Et puis pourquoi pas de la spiritualité, la prière, la méditation, une voie spirituelle qui vous permet de débloquer ce qui est coincé. Alors ça peut être par vous-même ou par parfois une grâce qui est reçue ou autre. Et puis il peut y avoir aussi la lecture, tout simplement. Parfois il y a des livres, à la fin d'un bouquin on se dit mais ce livre a changé ma vie. Eh bien ça peut être tout simplement une lecture. Ça peut être aussi le coaching, même si le coaching est plutôt là pour vous aider à atteindre un objectif que pour débloquer un blocage. Eh bien parfois ça fonctionne. En tout cas, sur ce premier cas de figure, si vous sentez que vous n'êtes pas vous-même et que vous savez à peu près ce qu'il faudrait faire pour être vous-même et que vous n'y parvenez pas, que la marche est trop haute, eh bien, je vous invite à entreprendre des actions de déblocage. Premier ingrédient. Et le deuxième ingrédient, c'est le temps. C'est de vous dire, c'est OK de pas être OK. C'est pas de ma faute si je suis pas OK. J'ai hérité de croyances, j'ai hérité d'un écosystème familial, j'ai hérité de la peur de mes parents, j'ai hérité de l'ambition de mes parents, j'ai hérité de profs qui m'ont dit ça quand j'étais trop jeune pour l'entendre, j'ai hérité d'un truc hyper dur que j'ai vécu, qui a façonné ma vie d'adulte. C'est pas de ma faute. Se mettre OK avec ça, c'est OK de pas être OK. Personne n'est complètement à l'aise dans sa vie. On a tous des choses à réparer qui nous empêchent d'avancer. Et donc, je vous invite, premièrement, à agir pour débloquer ce pour débloquer ce qui est bloqué, et deuxièmement, à vous accorder du temps. Quand je dis du temps, c'est pas du temps pour vous, c'est vous donner plusieurs années pour avancer vers ça. C'est normal que les choses ne se fassent pas en 3 semaines, ni même en 3 mois. Donc voilà, si vous êtes plutôt Pathfinder, eh bien, je vous invite à entreprendre des actions de déblocage et à accepter le facteur temps et à itérer, à continuer dans le temps. Si en revanche, vous êtes dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire je n'ai aucune idée de ce qu'il faudrait faire pour être moi-même, en fait, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce qu'il me faut, je ne sais pas à quoi je suis appelé, eh bien dans ce cas-là, c'est pas tout à fait pareil.
plus que du coaching ou de la thérapie, je pense que ce qui peut être utile, c'est une méthodologie. Donc, ça va être des actions d'orientation, de développement personnel qui vous permettent de découvrir qui vous êtes. Et ça peut prendre plein de formes. Je vous passe les détails. Je pense que Internet et le monde regorgent de façon gratuite et payante de se découvrir, d'identifier ce qu'on veut faire de sa vie, etc. etc. Bah, ce média, d'ailleurs, en est un parmi tant d'autres. En tout cas, si vous êtes vraiment paumé là-dessus et que vous ne savez pas qui vous êtes, il existe de nombreuses ressources pour trouver qui vous êtes, définir qui vous êtes, etc. Et donc, je vous invite à entreprendre des actions d'orientation, d'introspection. Mais ça ne suffirait pas. Si vous savez à peu près qui vous êtes, ça vous emmènera nulle part. Il reste à mettre un pied dans la vraie vie. Et donc, je vous invite aussi à entreprendre des actions de rencontre, aller vers l'autre. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire ou ce que vous devez faire pour être vous-même, allez voir d'autres personnes. Et peu à peu, vous allez tomber sur des gens qui vous inspirent, des gens qui vous ressemblent et des personnes qui vous pourront vous aiguiller et vous aider à identifier qui vous êtes et ce à quoi vous vous sentez appelé et où est votre place. Donc, dans ce deuxième cas de figure, je vous invite à une introspection et des outils d'orientation et de développement personnel. Et deuxième facteur, à augmenter le nombre d'interactions sociales que vous pouvez avoir. C'est par l'autre aussi que vous vous découvrirez. Et enfin, le troisième facteur, ce sera le temps, là aussi. C'est quelque chose qui demande du temps de définir qui on est, de voir vraiment ce qu'on a à apporter, ce qui nous fait du bien, etc. Encore une fois, tout ça, ça demande du temps. Donc pour moi, ce sont des trajectoires un petit peu différentes. Et d'ailleurs, souvent, quand on est goal finder, c'est-à-dire qu'on est vraiment paumé au point où on a même besoin d'une méthodologie d'orientation pour savoir qui on est, vers où on veut aller, etc. Eh bien, assez rapidement, hop, on tombe sur des blocages qui font partie de la vie humaine, des croyances limitantes, des peurs, des doutes, et donc on bascule dans la première catégorie qui est celle du Pathfinder. Et là, on a besoin d'actions de déblocage. Voilà quelques éléments de réflexion pour, dès aujourd'hui, se mettre en route et cheminer tranquillement, sans stress, en acceptant qu'on n'est pas parfait et qu'on est à côté de la plaque 99% du temps, mais cheminer vers une vie où, à minima, on pourrait essayer de ne pas avoir ce regret-là, ce grand regret de nos anciens qui nous disent « j'ai vécu à côté de mes pompes, j'ai pas vécu ma propre vie, j'ai vécu pour les autres » ou alors « j'ai vécu ce que les autres m'avaient dit de vivre ». Et ça, visiblement, c'est quelque chose qu'on regrette en fin de course. Et donc, si ça vous touche, eh bien, mettez-vous en route, mettons-nous en route, sereinement, sans en faire des tonnes, sans se stresser, mais juste mettons-nous tranquillement en route pour peu à peu affiner le tir vers une vie qui nous ressemble. Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Il n'y a pas de questions, donc je vous propose qu'on s'arrête là. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi à me proposer des idées d'épisodes. Parfois ça arrive et c'est toujours très appréciable. Et je vous souhaite à tous, à toutes une super semaine et rendez-vous jeudi prochain. Bye.